Ce serait quoi la conversation la plus importante que tu as eue dans ta vie? Que ce soit une conversation marquante, qui t'a affecté, qui t'a influencé, qui t'a formé un peu dans tes choix ou quoi que ce soit. Ça peut aller n'importe quoi. Ça peut être une conversation que tu as avec tes enfants, avec tes parents. Ouais, c'est un peu émotionnel, celle-là. Mon père. Ouais. Est-ce que tu pourrais me... Je vais me reprendre un peu. C'est quoi la conversation la plus importante de ta vie? Tu sais, chaque jour, on parle à des gens. On parle à nos parents, on parle à nos amis, tout ça. À qui t'aimes le plus parler? Je parle le plus à mon amie, Audrey-Anne. À ton ami Andréane? Audrey-Anne. Audrey-Anne, excuse-moi, ouais. OK. Et on parle beaucoup de choses. Ouais. Mais on parle souvent sur le même thème. OK. On parle souvent sur 3 ou 2 thèmes. C'est quoi les thèmes? Sur les slimes, puis les périodes où est-ce qu'on joue, et en vrai, je les connais pas toutes parce que les 3, je me rappelle plus vraiment. Ouais, OK. C'est Je pas me grave. rappelle juste de 2. Slime, c'est bien. C'est quoi la conversation la plus importante de ta vie? Quand que je parle avec ma grand-mère. Ouais? Ouais. Mettons des fois, parce que mon père ou ma mère, des fois, ils vont souvent dire... ils vont se parler ensemble, mettons, quand j'ai pas des bonnes notes ou quand que mon comportement est pas adéquat. Là, ils vont dire, puis là, quand que je vais visiter ma famille, puis là, mon père, il va en parler, ou ma mère aussi. Puis ma grand-mère, c'est la seule qui se fâche pas après moi, puis que des fois, elle me comprend, puis même si je pourrais tuer quelqu'un, puis elle serait pas fâchée contre moi. Puis elle va m'expliquer, puis elle va prendre le temps de m'écouter. Mes parents aussi, mais ils sont plus stricts à cause que je vis avec eux, puis tandis que ma grand-mère, c'est pas la même affaire, parce que on n'est pas souvent ensemble. Puis quand on se voit, c'est pour discuter aussi, puis faire des activités ensemble. Fait que c'est pas mal des discussions importantes. Sinon, c'est avec mes amis, mais on parle pas de grand-chose. De quoi tu parles avec tes amis? Des choses pas intéressantes dans ce monde. Mettons comme genre les TikTok qu'on a vus qui est devenu viral. Ah, mon Dieu, t'as vu, ce gars-là, il a fait ce TikTok-là. Oh, mon Dieu, on va le faire. Ou qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? T'as-tu une récup aujourd'hui? Oh merde, moi aussi, OK, on va y aller ensemble. C'est des affaires pas intéressantes, mais que c'est quand même cool leur parler juste pour leur parler, puis des fois, ça change les idées. C'est ça. La conversation la plus importante de ma vie. C'est drôle, j'ai un souvenir direct qui m'est venu quand tu m'as posé la question. Puis là, j'étais comme, ah, mais ça doit être d'autres choses. Mais on dirait que j'en reviens tout le temps à ça dans ma tête. J'étais avec un de mes amis, j'avais comme 14, 15 ans. Ouais. Puis à ce moment-là, je découvrais un peu la musique. Je commençais à jouer de la musique avec mon groupe, tout ça. Puis je commençais à m'intéresser à l'art en général. Puis là, j'ai eu vraiment une belle conversation avec un ami sur la place de l'art dans sa vie, puis la place de l'art dans nos vies en général, puis comment l'interpréter, puis comment qu'on pouvait grandir en écoutant de la musique, t'sais. Puis on dirait que ça m'a comme toujours suivi, cette conversation-là. On dirait que ça m'a toujours validé ce que je faisais. De savoir que moi, à 13-14 ans, quand j'ai commencé à vivre
de l'art, pas dans le sens de vivre monétairement, mais de vivre de l'art à l'intérieur avec la passion, ben j'ai jamais vraiment oublié ce moment-là, puis c'est ça qui m'amène quand même à continuer, puis je sais qu'il y a un garçon ou une petite fille de 13 ans quelque part qui vit exactement les mêmes questions que j'avais. Puis cette conversation-là a comme un peu symbolisé ce moment-là dans ma vie où je partageais ça avec quelqu'un pour la première fois, tu sais. Mhm. Mes parents, c'est pas vraiment des gens qui sont... Tu sais, c'est pas des gens qui vont vraiment au cinéma, ils écoutent peut-être un peu de la musique, ils écoutent de la télévision, mais c'est pas des gens qui vont au musée ou c'est pas des gens artistiques non plus. Fait que je venais d'un milieu qui ne l'était pas vraiment. Fait que de valider un peu ce que moi je vivais, de valider ce que je vivais à travers l'art, ben de savoir que je partageais ça avec quelqu'un, mais ça m'a comme fait comprendre que ça a une place dans notre vie, l'art en général. Ouais. Sens-tu que ça a eu une incidence sur le parcours professionnel que tu as choisi, justement? 1000%. 1000%. Je travaille en cinéma, j'ai toujours trippé sur les films, puis on dirait que de savoir que il y a des gens qui trippent là-dessus, pas juste moi, ben ça a fait en sorte que ça valide le fait que c'est valide ce que je fais. Dans le sens que mon travail fait une différence quand même, t'sais. Même si on filme des images ou qu'on travaille avec des acteurs, ben on peut moindrement changer la vie de certaines personnes parce que ça l'a changé la mienne. Fait que je me dis qu'il y a peut-être façon de changer le monde après tout. Ouais. Mais toi, est-ce que ça t'influence à vouloir avoir cette conversation-là avec d'autres gens aussi, tu sais? Ben c'est sûr, je suis quand même dans un... Tu sais, mon cercle d'amis, c'est quand même des gens qui sont très... qui aiment beaucoup le cinéma aussi. Tu sais, je me suis entouré des gens quand même qui ont les mêmes valeurs, les mêmes passions et les mêmes goûts que moi. Mm-hmm. Mais c'est sûr que quand j'ai l'opportunité d'expliquer à quelqu'un pourquoi je fais ça, ben c'est sûr que j'adore ça, parce que pour moi, c'est tellement important, c'est tellement précieux ce que je vis à travers tout ça, puis de le partager avec les autres, ben c'est sûr que c'est fort, ouais. Tu te serais vu faire quoi s'il n'y avait pas été question de l'art dans ta vie? Quand j'ai appliqué en cinéma à l'UQAM, mon deuxième choix, c'était enseignement. Je pense qu'il y a quelque chose avec l'enseignement, qui c'est un dialogue, puis je suis comme beaucoup dans l'idée aussi qu'un adulte apprend beaucoup à travers l'école, même si c'est lui qui enseigne, ben, d'être avec des jeunes, d'apprendre de ces jeunes-là. On a tellement à apprendre de la jeunesse, autant qu'on a à apprendre de la sagesse, ben il y a quelque chose de précieux là-dedans. Puis moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même à l'école, au secondaire, puis de savoir que j'aurais pu participer à ce cheminement-là d'une façon aussi étroite comme un enseignant, ben j'aurais trouvé ça vraiment valorisant. Tu sais. Ouais. Je pense que je vis un peu le même moment, mais à travers le cinéma. Je vis un peu les mêmes sentiments à travers le cinéma, d'épauler quelqu'un dans sa vie à un certain moment. Mm-hmm. Mais l'enseignement, c'était quelque chose qui était quand même proche de moi, même si je ne fais pas ça dans la vie. Ouais. Okay. La conversation la plus importante que j'ai eue, je l'ai eue avec mon père. Puis, mes parents sont divorcés quand j'étais assez jeune. Puis, tu sais, ça n'a pas été tumultueux, ça n'a pas été... il n'y a pas eu de chicane tant que ça. C'est normal qu'à quelque part, les parents ils se divorcent, puis c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à l'époque où c'est arrivé, n'importe quel enfant, ça a un impact. Puis ça a un gros impact sur leur vie. Puis on dirait que, tu sais, avec les années, il y avait des choses qui s'étaient pas dites. Puis il y avait des choses qui devaient se dire. Puis entre autres, tu sais, une espèce de sentiment peut-être d'abandon. Une espèce de sentiment de paresse de la part d'un côté. Puis je trouve que dans cette conversation-là, c'est important pour moi de dire à mon père comment que je me suis senti au cours des années où je trouve que je ne l'ai pas assez vu. Puis que j'aurais eu besoin de le voir plus.
j'aurais aimé ça faire... Il y a des choses que j'aurais aimé ça qui soient là au moment où je les faisais. Puis j'aurais aimé ça passer plus que juste une soirée par semaine avec. Parce que tu as besoin de tes 2 parents. Je pense qu'un divorce affecte toujours un enfant, même si ça paraît pas nécessairement, même s'il a l'air d'avoir bien délai avec ça. C'est qu'au bout du compte, tu as les piliers de ta vie qui s'effondrent. Tu as un des piliers, en tout cas, qui s'enlève. Puis à partir de là, réussir à dealer avec ça dans la tête d'un enfant où ce que tu te dis, ben, mes parents, c'est ça. Puis là, soudainement, ça devient ça. Tu as besoin de te faire expliquer. Tu as besoin de réponses. Puis, moi, je me rappelle, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même, je me suis dit, en tant qu'adulte, maintenant que je vais avoir des enfants, j'ai besoin d'avoir ces réponses-là. Puis, c'était quasiment comme un film. C'était une belle conversation, avec de l'écoute, avec pas trop de sentiments exagérés. C'était sain, ça m'a fait du bien, ça lui a fait du bien. Puis je pense qu'on a vraiment évolué en tant que personne après cette conversation-là. Mais sans tomber dans les détails, c'était plus d'avoir les réponses sur pourquoi t'étais pas là plus que ça. Puis pourquoi t'as pas fait plus. Puis à ce moment-là, moi, ce que ça m'a appris dans cette conversation-là, c'est non seulement qu'est-ce que je vais faire, moi, pour pas que ça arrive à mes enfants, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, pour que je fasse peut-être une encore meilleure job, pour que jamais mes enfants aient à vivre quelque chose comme ça. La conversation la plus importante de ma vie, c'était à un moment donné aussi avec ma femme, puis que je me disais, j'avais besoin, c'était la conversation franche de dire que j'avais des patterns qui revenaient constamment, puis de se dire, ben il fallait que je les brise, puis il fallait que j'aille un peu, oui, les traiter d'une certaine façon, d'avoir l'humilité d'aller chercher l'aide pour se dire, ben il me semble que ces patterns-là sont là, puis c'est une conversation franche, puis là, à un moment donné, tu te dis, ben c'est peut-être moi qu'il faut qu'il aille régler la situation. Tu sais, ça m'appartient, c'est dans mes mains. Puis je le dis en toute humilité, à cause qu'en bout de ligne, aujourd'hui, je vois comme, tu sais, qu'encore on avait eu Belle cause pour la cause, puis ces trucs-là que je vois tellement, ça donne des signaux à toute la population, des fois, d'aller chercher de l'aide en tant que tel. Puis moi, tu sais, j'avais des choses à améliorer, puis des fois, d'avoir une belle conversation comme ça, puis là, après, ça t'ébranle, puis tu dis, ben il est peut-être temps que j'aille voir aussi, que j'aille traiter, comme pour être sûr certain de régler le... Puis de devenir un meilleur homme aussi, en tant que tel. Fait que cette conversation-là, elle m'avait beaucoup marqué. C'est une conversation que tu as eue vers quel âge environ? Bien, ça fait peut-être 7-8 ans, donc début quarantaine environ. Est-ce que tu t'attendais? Est-ce que tu es à changer des éléments de ta personnalité aussi tard que ça dans ta vie? Pas que ce soit tard, oui. Mais... Bien, je m'en attendais à cause qu'en bout de ligne, sinon, ça aurait été constamment répétitif aussi. Fait que des fois, tu te dis, ben soit que je le prends en main, ou soit que je vais toujours jouer un petit peu la victime ou quoi que ce soit, ou je me dis, ben non, il y aurait définitivement de quoi à régler, tu sais. Fait que c'est pour ça que je m'attendais un jour ou à l'autre, à cause que moi, personnellement, je dis vraiment sur notre personnel, j'étais pas nécessairement heureux de créer toujours des patterns comme ça ou quoi que ce soit, tu sais, qui revenaient. Fait que c'était une belle conversation. Des fois, ça rentre dedans, comme on peut dire. Mais après, tu dis, ben je veux devenir un meilleur homme, là, une meilleure personne. Fait que j'avais été chercher les ressources nécessaires. Est-ce que c'est des leçons après ça que tu as envie d'appliquer avec tes enfants? Oui, définitivement. Puis d'être à leur écoute le plus possible. On a des consignes à la table, nous, on essaie de contrôler, d'avoir un minimum de temps, à cause qu'on dirait que des fois que les enfants, ils mangent, avec le sel, avec le ci, avec le ça, puis whoop, ils redescendent. Puis il y en a, je trouve ça malheureux, qui prennent même pas le temps d'avoir un souper en famille. Fait qu'on ouvre la conversation,
Puis on essaye de faire sortir aussi, quand on voit qu'un de nos enfants, mettons, file plus ou moins ou quoi que ce soit, ben de le faire parler. Puis des fois, c'est pas sur le coup-là qu'il peut extérioriser qu'est-ce qu'il y a, mais après, ça peut être une semaine après, 2 semaines après, mais on ouvre le dialogue beaucoup face à ça aussi. Ce serait quoi la conversation la plus importante que tu as eue dans ta vie? Que ce soit une conversation marquante qui t'a affecté, qui t'a influencé, qui t'a formé un peu dans tes choix ou quoi que ce soit. Ça peut aller n'importe quoi. Ça peut être une conversation que tu as avec tes enfants, avec tes parents. Ouais, c'est un peu émotionnel, celle-là. Mon père. Ouais. Est-ce que tu pourrais me... Je vais me reprendre un peu. Il y a un moment dans la vie des jeunes personnes où on a le goût de se rebeller, où on veut s'affirmer. Et puis, jeune adolescent, 16-17 ans, j'ai décidé que j'allais vivre et que la société, c'était pas la place où je voulais vivre. Je voulais vivre dans le bois. Et j'ai préparé mon évasion de la société. Puis, mon père m'a invité au restaurant. La première, tu sais, on va toujours au restaurant avec la famille, les parents. Ça va de soi quand on est un enfant ou on est jeune que nos parents, c'est eux qui invitent, mais on le considère jamais comme une invitation. On considère toujours que, bon, on s'en va au restaurant parce que nos parents s'en vont là. Mais là, c'est une invitation formelle de mon père. Je veux qu'on aille luncher ensemble. Il faut qu'on se parle. Parce qu'il a appris de mon aventure, de mon intention. Et il m'a appris une chose fondamentale dans la vie qui me sert encore aujourd'hui. C'est prends un respire, regarde la situation. Tu veux faire quelque chose, travaille pour le réaliser, mais réfléchis. Alors il m'a dit, écoute, vas-y dans le bois, vas-y 2 semaines. Vis comme tu penses que tu peux vivre pour le restant de tes jours. Expérimente-le, reviens, explique-nous comment ça va marcher. Puis si tu veux y retourner, retourne. Ça a été la chose la plus sage que j'ai jamais appris de ma vie. Est-ce que vous en avez reparlé des fois de... Oui. Oui, quand il y a eu 80 ans, il y a 4 ans de ça, je l'ai mentionné devant toute la famille que c'est le moment le plus important de ma vie, c'était celui-là. C'est... ouais. Ça a dû t'aider pour le reste de ta vie, j'imagine. Oh, et pour moi, c'est... ça a été utile toujours. Ça l'est encore aujourd'hui dans toutes les décisions que je prends. On veut se lancer, puis on pense qu'on l'a, là. On prend un petit respire. On construit, on bâtit, on s'organise pour faire ce qu'on veut réaliser. Mais ça permet de prendre un peu de recul, de dire, bon, ben on va faire un pas, on va regarder ce que ça a de l'air. Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est-tu aussi positif qu'on pensait? C'est-tu aussi amusant qu'on pensait que ça allait être? Puis bon, on découvre graduellement au lieu de se lancer. Je dirais que c'est de se lancer en parachute, mais prendre beaucoup de temps avant de franchir la porte. Ouais. J'ai envie peut-être d'amener ça dans une direction auquel moi, j'avais pas pensé au départ, puis ça m'a comme un peu frappé. La conversation qui a fait en sorte que tu as appris que ton fils allait être handicapé. Oui. Tu l'as vécu comment, ça? Très mal. Très mal. C'est au départ, là, dès le départ, là, quand je l'ai su, c'était... ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques parce que tout était parfait dans ma vie. Tout allait super bien. Puis j'avais tellement pas envisagé ça que je l'ai très mal pris. J'en voulais pas. De toute façon, il devait mourir à la naissance, c'est ce qu'on m'avait dit. Il devait être tellement lourdement handicapé que ça servait à rien de l'opérer ou de prévoir quoi que ce soit, qu'il était pour mourir à la naissance. Fait que c'était presque un soulagement. Je me disais, OK, je veux pas de ça. Ça vient jeter une pierre dans la mare. J'en voulais pas. Et puis, bon, tu sais, ça, c'est une réaction de départ là, qui est venue spontanément. Puis après ça, bon,
mon naturel a repris, puis, tu sais, Marc-Antoine est venu au monde, me l'ont mis dans les bras, je tombe en amour avec, là. Et puis, bon, il y a eu des décisions à prendre aussi après, où on pouvait le faire opérer, là, à cause de son hydrocéphalie, mais on n'était pas sûr des résultats. Fait que, tu sais, il y avait comme 20 de chances qu'il soit normal, puis 80 de chances qu'il soit handicapé, mais ça pouvait aller de très léger à très sévère. Fait qu'il a fallu réfléchir à ça avec son père, puis finalement, la décision est venue tout seul, là. Je me suis dit, si je le fais pas opérer, il va mourir, de toute manière. Puis si je le fais opérer, bien, il y a des fortes chances qu'il soit handicapé, mais je me disais, je vais mieux vivre avec le fait qu'il soit handicapé que de jamais, s'il décède, jamais savoir est-ce qu'il aurait survécu. Je me dis, je serais pas capable de vivre avec ça. Ça fait qu'après ça, ça a coulé tout seul, là. À partir du moment où on a pris cette décision-là, on est rentré. Ma vie avec un enfant handicapé a débuté. Et celle d'avant, bien, elle n'existait plus. Mais après ça, ça a fait partie de ma vie. C'est devenu ma normalité. Puis j'étais très, très bien là-dedans. Là. Je considère que j'ai probablement mené une plus belle vie. J'ai vécu des plus belles choses en ayant Marc-Antoine dans ma vie que si je ne l'avais pas eu. Alors, à ce niveau-là, je regrette absolument rien. Là. Et ça, les conversations importantes dans ma vie, c'est large, ça, c'est... comment je pourrais bien dire? Quand j'ai fini mon secondaire, puis que la vie s'ouvrait, comme on dit, OK, j'avais pas... Ceux qui n'avaient pas de métier, c'était plus ou moins ouvert, mais je veux dire... je sais pas. Oui. C'est-à-dire que vous avez consulté des gens, ils vous ont aidé à vous orienter professionnellement, puis à choisir un emploi, à développer des passions? C'est parce que dans le temps, quand on avait trop des petits jobs, moi je travaillais chez Steinberg dans le temps, qui était ici sur le boulevard d'Anjou. Puis par après, on m'a offert un poste de nuit, fait que j'ai été de nuit. Après ça, il y a eu des ouvertures de magasins. Les ouvertures de magasins nous disaient si on s'en va, si on passe de temps partiel à Châteauguay, puis s'en aller à la Chine parce qu'il y aurait des magasins, mais je veux dire, c'était la vie qui s'ouvrait. Oui. Fait qu'en m'en allant à la Chine, mais ça me permettait de passer de temps partiel à régulier dans le temps. Régulier, ça voulait dire que tu avais une vie, que tu avais un ouvrage jusqu'à ta pension, c'est... ordinairement, là, tu travailles dans le domaine de l'alimentation. Que sache le monde, il mange autant dans ce temps-là qu'il mange aujourd'hui. Fait que, est-ce que c'est l'emploi que vous avez gardé pour le reste de votre vie? J'ai travaillé 44 ans dans le domaine de l'alimentation, oui. C'est fascinant. Différents magasins, différentes chaînes, toujours de nuit, responsable de nuit, commis de nuit. Ça vous arrive des fois de vous ennuyer peut-être de votre travail ou... Pas nécessairement, parce que, je veux dire, ça demandait beaucoup physiquement. Dans le temps, bien, quand j'étais commis, c'était pas trop pire. Tu te posais pas de questions. Le boss commandait, puis les vannes rentraient, puis ils mettaient ça sur le plancher. Puis nous, on était là pour remplir les tablettes, puis ces choses-là. Un petit peu plus tard, bien, on m'a offert de travailler comme responsable de nuit. Responsable de nuit, c'est d'ouvrir la porte du magasin, vu qu'on travaille de nuit, puis d'être responsable des commis qui sont là. De voir est-ce que tout le monde travaille égal. Fait que remplir les tablettes, puis jusqu'à temps que l'équipe de jour rentre. Une qui m'a bien marquée, c'est lorsqu'on avait décidé de se marier, Gilles et moi. Puis là, mes parents, à un moment donné, ils voulaient savoir le sérieux que j'avais. Puis ils ont dit, on va jaser. C'était avant le souper ou après le souper, je m'en rappelle plus. Puis ils m'avaient dit,
t'es bien certaine que vous voulez vous marier? On a dit, bien oui. Mais Gilles, il était pas, là, c'était moi. Puis là, ils m'ont parlé que je pouvais attendre 1 an, que je pouvais... que le sérieux du mariage, c'est aussi d'aller chez le notaire, de faire des testaments. Tu te maries pas pour le plaisir. Puis ça peut être très long si t'es pas bien marié. Ça peut être bien long. Ouais. Puis j'imagine Ça, que... c'était une conversation que je me rappelle. Ouais. Je me rappelle. Puis j'imagine que vous étiez bien mariés, finalement. Mais oui. Êtes-vous encore avec le même mariage? C'est votre mari encore aujourd'hui? Bien, mon mari est décédé à la résidence. Gilles n'a pas pris la COVID. Puis c'était bien drastique. Tout était fermé. Puis nous autres, on sortait tous les jours. Ah, wow. Puis Gilles, il n'a pas pris ça. Moi, je l'ai pris. J'essayais de le raisonner. Il n'a pas pris ça. Puis il était malade. Il était malade. Fait qu'il... Moi, je pense qu'il s'est laissé aller. Puis il voulait s'en aller au paradis. Il voulait s'en aller au paradis, là. Claudette, toi, t'es débrouillarde. Puis ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Ça faisait 61 ans qu'on est mariés. On a de l'agrément. On a de l'agrément avec tout le monde. Nos enfants, nos petits-enfants. Je veux m'en aller. C'est ce qui est arrivé. Puis tout a bien fonctionné. Ouais. Tout le monde était... Vous me dites ça, puis même si c'est une fin qui est tragique, c'est quand même une belle histoire, ce que vous me racontez. Mais, 61 ans de mariage, là, c'est vraiment impressionnant. Oui, puis dans l'amour, là. Ouais. Nous autres, on a eu de l'agrément, du plaisir. Pas de plaisir, Ça devient long, hein? il est long. Moi, c'est de discuter avec des personnes qui sont intéressantes, qui ont des choses à raconter, des événements qu'ils ont vécu, des choses comme ça. Puis est-ce qu'il y a une conversation en particulier qui vous a marqué? Une conversation. Ouais. Avec un parent, un enfant, un ami? Non. Non? J'en vois pas, là. Ouais. Des fois, c'est dur de dire, hein? On a tellement plein de belles conversations, puis tout ça. Est-ce que vous aimez discuter en général avec les gens? Oui, Ouais? beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, j'aime ça. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que j'ai organisé des voyages, puis des pèlerinages, puis pendant 41 ans, j'avais une ligue de quilles de dames, seulement des dames. Et puis, j'ai fait partie pas mal avec... j'ai côtoyé beaucoup de gens.